nous allons réaliser les modèles de gilet, Vic et son petit cousin Vega. Les modèles Vic et Vega sont vraiment très proches. On a juste quelques différences de patronage et donc de volume, mais le montage est tout à fait similaire. Le patron Vic permet de réaliser un gilet confortable unisexe pour enfants de 3 à 12 ans et pour femmes de la taille 34 au 46. La coupe du gilet est droite avec des épaules légèrement descendues. Le patron permet de faire en fait deux modèles. Le modèle A d'abord, qui est de longueur mi-fesse en femme, plutôt mi-hanche en enfant, avec une bande rapportée en bas. Ce modèle a une patte de boutonnage devant, attenante au gilet, c'est-à-dire que la patte est dans la continuité de la pièce devant et qu'elle sera repliée sur l'envers du vêtement pour former une patte de chaque côté. L'encolure se finit avec un biais à cheval sur la lisière. Le modèle B, quant à lui, est un gilet avec parmenture devant et encolure. La patte de boutonnage est également devant. Le bas du modèle B est formé d'un ourlet en simple ou en double piqûre. L'encolure en femme est légèrement plus décolletée qu'en enfant, qui est plus près du cou. Pour les deux modèles, le bas des manches se termine soit avec la pose d'un biais ou un simple ourlet. Une poche arrondie est aussi proposée en option. Le patron Vega, pour les petits de 1 mois à 4 ans, ne propose que le modèle A, avec bande en bas de corps et patte attenante au corps. Pour le compléter et en faire un petit cousin de Vic, nous proposons désormais un bonus à Vega pour le transformer en modèle B avec parmenture comme Vic. Vous trouverez ce bonus disponible à la vente en PDF uniquement sur le site d'Icati. Bien entendu, les couturières qui avaient déjà la version initiale de Vega pourront acheter le bonus en PDF sur le site. Chaque modèle peut être complété de finitions supplémentaires, comme l'ajout d'un passepoil pour le modèle B avec parmenture, ou l'ajout de gants en biais sur la majeure partie des coutures intérieures du gilet pour les deux modèles. Le niveau de couture est facile pour les versions de base. Si vous ajoutez les finitions que nous montrerons dans cette vidéo, tels que le passepoil ou les ganses de couture intérieure, le niveau devient alors intermédiaire et s'adresse aux couturières qui se challengent un peu ou qui sont plus expérimentées. Vous apprendrez à faire une patte de boutonnage à même le corps ou à assembler une parmenture, à poser un biais à l'encolure et en bas de manche en option pour l'option biais. Enfin, vous apprendrez à coudre des poches en option. Au niveau des petits plus de cette vidéo, nous vous montrerons comment ganser les marges de couture intérieure et enfin, comment watiner le gilet si vous le souhaitez. Pour les tissus, le choix est vaste. Les matières mailles telles que le sweat, le French terry, qui est un sweat non gratté sur l'envers, des matelassés en jersey, des jerseys lourds, du velours maille, de la polaire, de l'interlock ou du Milano sont tout à fait adaptés. Vous pouvez aussi réaliser ce gilet en jean, en velours, en nid d'abeille, en tissé jacquard ou en tissé matelassé pour des looks très différents. Pour le modèle A de Vic et pour Vega, il vous faudra du biais en maille ou en tissé pour l'encolure. Et pour les versions A et B, il vous faudra aussi du biais éventuellement pour les poignets et pour ganser les coutures intérieures si vous choisissez cette option. Dans ce dernier cas, il faudra ajouter au moins 3 à 4 mètres de biais pour ganser les coutures intérieures et même jusqu'à 5 mètres en femme. Il vous faudra du fil coordonné, de la toile fine thermocollante pour la patte de boutonnage du modèle A ou la parmenture du modèle B. Il vous faudra également des boutons ou des pressions pour la patte d'ouverture devant. Si vous optez pour les pressions, on vous recommande vivement des pressions spéciales anorak qui permettent une bonne tenue pour des matières un peu épaisses. Si vous utilisez un jersey de poids fin à moyen, alors les pressions métal pour jersey sont suffisantes. Concernant les boutons classiques, on peut utiliser différentes tailles de boutons, de 12 mm au minimum, jusqu'à 15-20, voire 25-30 mm, en particulier pour la femme, si vous voulez un effet graphique gros bouton. Enfin,
on utilisera des aiguilles adaptées à la matière, à savoir des aiguilles jersey pour les mailles, des aiguilles universelles pour les tisser. L'emploi d'une aiguille double est possible si vous souhaitez réaliser des ourlets en double piqûre. Le gilet peut se coudre aussi bien à la machine à coudre qu'à la surjeteuse. À la surjeteuse, le résultat sera net et rapide. Si vous avez en plus l'option recouvreuse, c'est vraiment top pour la réalisation des ourlets. Mais franchement, c'est tout à fait faisable également à la machine à coudre. Pour les matières mailles, utilisez de préférence le point stretch de votre machine à coudre ou le point droit. Mais il vous faudra alors ajouter du fil mousse en canette pour assurer une bonne extensibilité de la couture faite sur une matière qui elle-même est extensible. J'en profite pour vous montrer le fil mousse qui vous assurera un meilleur rendu pour la couture des mailles au point droit. Il s'agit d'un fil légèrement élastique et résistant en polyamide ou en polyester. Il a ce côté un peu duveteux et gonflant, ce qui le différencie des fils traditionnels. Il est beaucoup utilisé pour la lingerie ou les vêtements sport, car il est légèrement élastique et très doux pour la peau. On le trouve en mercerie. Il peut s'utiliser avec une surjeteuse dans le boucleur supérieur ou avec une machine à coudre en canette. C'est un achat que l'on vous recommande vraiment car finalement on s'en sert très souvent. Prenez plutôt les couleurs basiques, le blanc principalement. Comme il ne s'utilise que pour les coutures intérieures du vêtement, il est peu visible. D'autre part, un pied double entraînement pour la machine à coudre peut être vraiment utile pour les mailles ou les matelassés un peu épais. Il permet un meilleur entraînement du tissu et ainsi, il évite que les tissus stretch ne se détendent. Ça peut être un pied spécifique à acheter, ou bien cela peut déjà être intégré à votre machine à coudre, comme ici sur notre modèle PFAF. Je vous montre ici en préambule comment ganser des coutures intérieures, ce que nous ferons ensuite à chaque étape d'assemblage sur les modèles que voici. Sur cet exemple, j'ai assemblé par une couture 2 pièces ensemble. Je n'ai pas besoin de surfiler les lisières car elles vont être gansées et donc recouvertes. On va prendre une longueur de biais pré-pliée, un peu plus longue. On va ouvrir le biais et on va poser la lisière, endroit du biais, le long de la marge de couture, comme ceci. On aligne ou on fait légèrement dépasser le biais, ainsi on évite de devoir recouper la marge de couture par la suite. On va d'ailleurs démarrer après la marge de couture des extrémités pour éviter les surépaisseurs de ces marges qui seront cousues elles-mêmes à d'autres pièces. On épingle le long et de la même façon qu'à l'autre extrémité, on va s'arrêter avant la marge de couture. On a replié sur 2-3 mm les deux extrémités, envers contre envers, qu'on épingle de nouveau pour les tenir en place. Et on va piquer le long de la marge de couture. Si besoin, on va replier les marges ainsi. Si besoin, on réduit les marges de couture ainsi. Puis, on va rabattre le biais à cheval sur la marge de couture intérieure. On voit qu'aux extrémités, le biais avec ses petits rentrés est très bien fini. On épingle. Il ne doit pas y avoir de surépaisseur qui gênerait le rabat à cheval. Si c'est le cas, bien sûr, c'est qu'on doit encore dégarnir la marge, qui est encore trop large. Voilà, donc on a épinglé et on va surpiquer à travers les épaisseurs pour tenir le biais. Et bien voilà, on a fait cette couture intérieure gansée qui nous permet vraiment d'avoir une belle finition. Le fait d'avoir laissé les extrémités à nu va nous permettre de poursuivre la couture et l'assemblage de cette lisière à une autre pièce sans être gêné par le biais. On pourra ensuite, comme ici, assembler les autres pièces et ganser les autres coutures à leur tour sans surépaisseur. Donc, pour résumer, poser du biais sur les coutures intérieures se fait plutôt au fur et à mesure de l'assemblage, sans ganser les marges de couture pour avancer sans encombre. Enfin, pour celles qui veulent gagner du temps, on peut utiliser un pied presseur spécial pour la pose des biais. Cela permet de poser tout en une seule opération.
Je vais vous montrer ici comment watiner et matelasser un tissu. C'est une technique qui n'est pas détaillée dans le livret, mais uniquement montrée ici dans la vidéo. Alors, d'abord, pourquoi watiner et matelasser? En général, on matelasse quand on veut obtenir un tissu très moelleux et plus épais. Par exemple, si on prend une double gaze, c'est fin et trop léger pour un gilet. Mais si on prend 2 doubles gazes avec une épaisseur de watine entre les deux, alors cela nous donne un tissu plus épais qui va être chaud, confortable et qui sera du coup parfait pour un gilet. On pourrait aussi matelasser une popeline, une watine et un jean léger par exemple, ou 2 jerseys avec une watine entre les deux, comme ici avec ces jerseys mini losanges qu'on trouve déjà tout prêts à l'achat. Et quel que soit le choix opéré, il faut bien choisir la qualité de la watine pour garder de la souplesse et une épaisseur qui reste confortable au porté. Pour matelasser, il va vous falloir une règle de patchwork, une règle classique si vous n'en avez pas, un stylo textile qui s'efface à chaud, une paire de ciseaux et des épingles. Pour la vidéo ici, je choisis pour ma part de réaliser un des modèles Vic en popeline fleurie sur l'extérieur, un chambray fin et souple sur l'intérieur du vêtement et une watine assez légère. On va couper d'abord toutes les pièces, sauf la bande du bas de la version A, car celle-ci sera pliée en deux dans 2 matières uniquement, le tissu extérieur et la watine. On va ensuite recouper les valeurs des marges de couture, des ourlets bien entendu si on en a comme ici, ou la valeur de la patte de boutonnage de la version A, afin d'éviter les surépaisseurs aux coutures des lisières. Je vais démarrer en marquant les repères de matelassage avec un stylo spécial textile donc qui s'enlève à chaud. Ici c'est un stylo friction dont les traces partiront à la fin quand je passerai un fer à repasser. On peut faire les formes comme on les désire, des losanges, des carrés, des vagues, mais moi je vais choisir la simplicité, faire un matelassage en ligne parallèle. Je vais donc marquer avec mon stylo friction sur l'endroit de mon tissu des lignes espacées de 3 cm. On démarre plutôt du bas, en tout cas du même endroit entre les 2 panneaux devant, pour être sûr d'être bien aligné. Et franchement, la distance entre les lignes de matelassage est libre. Elle est libre selon que vous souhaitiez un matelassage serré et donc une watine plus écrasée. Si vous faites peu de lignes de matelassage, alors votre watine sera plus gonflante. Une fois la première ligne tracée, je vais remonter ma règle de patchwork de 3 cm en m'aidant des graduations indiquées. Et je vais tracer la ligne suivante, etc., etc. jusqu'en haut de chaque pièce. Moi ici, j'ai choisi de vous montrer le matelassage de la pièce devant, numéro 1. On va épingler grossièrement la watine au tissu, plutôt côté tissu, pour pouvoir ensuite repositionner les épingles sans gêne quand le tissu extérieur viendra recouvrir la watine. Comme vous le voyez ici, les valeurs de couture de la watine n'ont pas été assez coupées, donc je peux reprendre et ajuster au ciseau. On positionne ensuite l'envers du tissu extérieur sur les 2 autres épaisseurs. La watine va donc être prise en sandwich entre les deux. Voilà pourquoi il est plus pratique de positionner les épingles sur le tissu intérieur et pas sur la watine. Je vais positionner des épingles pour tenir les 3 épaisseurs ensemble. Je conseille plutôt de piquer vos épingles perpendiculairement aux lignes de matelassage qui ont été tracées afin de bien préparer le travail et faciliter la surpiqûre. On va épingler régulièrement à travers les lignes. Puis, on va piquer le long des lignes parallèles, comme je vais le faire ici, ligne par ligne, à travers toutes les épaisseurs, avec des points d'arrêt en début et en fin de chaque ligne. Alors, on va pouvoir utiliser des fils ton sur ton ou contrastants, selon l'effet qu'on va choisir. C'est un peu long, mais plutôt ludique à réaliser.
On va ainsi monter chaque pièce du vêtement, matelassant chaque pièce avec la même méthode, les unes après les autres. Il existe là encore des pieds-presseurs spéciaux pour réaliser des coutures en lignes parallèles sans avoir à tracer les lignes de matelassage au préalable. Voilà celui que j'ai avec ma femme. En tout cas, voilà le résultat. Toutes mes pièces sont bien matelassées, mais les marges de couture ne sont pas ouatinées, ni la patte de boutonnage, et ainsi je pourrais la replier sans surépaisseur. Voilà les différentes pièces de mon gilet ouatiné et matelassé. J'avais vérifié que mes lignes de matelassage étaient bien alignées sur les 2 panneaux devant avant de piquer. Enfin, à noter que pour la bande du bas du corps de la version A, on ne va matelasser que la demi-largeur de la bande, avec uniquement de la ouatine, car la bande va être pliée en 2 plus tard, comme ceci. Donc, on ne surpique qu'avec une ligne comme cela, et on reliera plus tard les 2 extrémités pour former la bande de bas de corps. Le tissu intérieur n'a pas lieu d'être dans ce cas. On peut évidemment prendre comme ici un tissu déjà ouatiné et matelassé, comme cette belle double gaze que l'on propose sur le site. Ce matelassage a été fait sur de très grands panneaux, donc à chaque fois que vous couperez vos pièces de vêtements, il vous faudra arrêter les surpiqûres qui ont été coupées par vos ciseaux et qui vont donc légèrement se défaire au fur et à mesure de la manipulation. Alors voilà, ici, soit on décide de surjeter immédiatement toutes les pièces du patron avec une surjeteuse, si on en a une, ou alors, autre solution, on va faire des petits points d'arrêt en aller-retour le long des surpiqûres qui existent déjà, afin de les bloquer, comme je l'ai fait ici. Voilà, moi je l'ai fait en blanc pour que vous voyez bien, mais évidemment, on le fera plutôt avec un fil ton sur ton, pour que ce soit tout à fait invisible. Donc là encore, c'est un peu fastidieux, mais franchement, ça en vaut la peine pour ne pas avoir de mauvaises surprises au montage. Les marges de couture sont de 7 mm pour Vega et Vic et de 1 cm pour Vic Mum, et elles sont bien sûr comprises dans les patrons Ikati, comme toujours. Seules les poches ont une marge de 1 cm sur les patrons enfants et sur le haut de la poche, qui est de 2,5 cm en femme. Pour les ourlets des manches et du bas pour le modèle B, les marges sont de 2 cm, quel que soit l'âge et le patron. Alors, on a quelques modifications à faire pour le modèle B. Vous devez adapter les pièces de patron. Alors, d'abord le devant, la pièce 1 est à modifier. Il va vous falloir couper la patte sur 2 cm sur toute sa hauteur en enfant et sur une largeur de 3,5 cm en femme. En fait, nous n'avons plus besoin de la patte attenante vu que nous allons ajouter une parmenture. On peut aussi simplement plier la pièce de patron 1 sur toute sa hauteur, sur 2 cm en enfant et 3,5 cm en femme, avant de couper le tissu. Ainsi, on a toujours une marge de couture de 7 mm pour l'enfant et de 1 cm pour la femme, pour pouvoir assembler les devants à la parmenture. Ensuite, on va s'intéresser à la longueur du gilet souhaité. Si vous voulez un gilet court type cardigan, vous laissez les pièces 1 et 2 telles que dans leur hauteur. Il y aura ainsi un ourlet à former de 2 cm en repliant le bas du tissu. Vous pouvez plier la pièce de patron à la main, en bas sur 2 cm pour vous rendre compte de la hauteur sur votre buste et ajuster si besoin. Dans ce cas, le cardigan court nécessitera de repositionner les optionnelles poches un peu plus haut, sinon elles seraient prises dans l'ourlet. Donc on va remonter la position des poches environ de 1 à 3 cm selon l'emplacement qu'on souhaite. Moi je dirais plutôt 1 en bébé, 2 en enfant et même 3 en femme. Si vous souhaitez le gilet version B au niveau mi-fesse en femme et mi-hanche en enfant, il vous faudra rallonger les pièces devant, dos et parmenture de la valeur qui est indiquée dans le tableau de votre tuto. Alors voilà, on a coupé toutes les pièces. Pour le modèle version B,
vous constaterez que la pièce numéro 6, qui est la parmenture devant, est un petit peu plus longue que la pièce numéro 1, qui est la pièce corps devant, car elle doit être entoilée sur l'envers et l'entoilage a tendance en général à faire raccourcir un peu la pièce. Alors pour les pièces longues comme ici, mieux vaut anticiper un peu et plutôt recouper le bas de la parmenture après entoilage, comme je le fais ici. Donc on a entoilé les pièces suivantes sur l'envers avec de la toile fine thermocollante. Pour le modèle A, on entoile la pâte attenante sur 2 cm de large sans entoiler les marges de couture sur la lisière et sans entoiler le haut et le bas afin d'éviter les surépaisseurs. Ça, c'est pour l'enfant. Pour la femme, on va entoiler sur 3,5 cm, toujours sans entoiler les marges de couture. On le fait sur les deux devants, puis pour le modèle A, il va falloir également entoiler 2 rectangles sur l'envers de la pièce 4, au niveau de l'emplacement des boutonnières, boutons, etc. Pression. Comme je l'ai déjà fait ici pour le modèle B, on va entoiler hors marge de couture l'envers des pièces 6 et 7. Si la parmenture devant est encore un peu plus longue que les pièces 1, il va vous suffire de recouper à la bonne longueur. J'ai préparé 4 modèles à monter dans cette vidéo. 2 modèles version A et 2 modèles version B qui ont tous été réalisés en taille 3 ans. Le montage est le même pour le bébé, l'enfant ou la femme. Alors voici d'abord les 2 modèles en version A. Le premier ici a un ourlet en bas de manche, un biais à l'encolure, des poches. Et voici l'autre modèle A qui lui a été matelassé avec du biais en bas de manche, à l'encolure, et il a des coutures intérieures gancées de biais. Pour les 2 modèles version B, on en a un qui est rallongé, avec ourlet en bas de manche, une parmenture et des poches. Et enfin, un modèle version B court, avec une parmenture qui sera agrémentée d'une ganse. Et ce modèle a aussi un biais en bas des manches. Donc nos 4 modèles ici vont être assemblés en parallèle au fur et à mesure des étapes pour bien vous illustrer les différents montages. Alors, dernière précision, pour le modèle A, en général, on préférera des tissus extensibles car la bande en bas est plus courte que le bas du corps. Mais si on choisit de faire ce modèle en matière non extensible, comme ici la veste watinée, il faudra alors rallonger la pièce du patron numéro 4 de 1 cm en bébé et en enfant et de 3 cm en femme. Donc, quand le tissu sera coupé et déplié, cette bande en tissu ferait 2 cm de plus en bébé et en enfant, et même 6 cm en femme, car la pièce de patron est bien posée au pli, et donc la bande de tissu est de double longueur. Si vous souhaitez poser des poches, crantez d'abord les contours de votre poche, sauf le haut. Je vous rappelle que pour les poches, la valeur de couture est de 1 cm, mais que le haut de la poche comprend un ourlet de 2,5 cm en femme et seulement de 1 cm en enfant et en bébé. On va surfiler la lisière haute, comme je l'ai fait ici. On va découper un gabarit de carton de la forme de la pièce spécifique donnée dans le patron, ou pas, donc vous le reformez en tout cas. Et on va poser le gabarit de carton sur l'envers de la pièce de tissu. On va rabattre le haut de la poche sur 1 cm donc en enfant et 2,5 cm en femme, et on va repasser et enlever le carton. Le revers haut de la poche est alors préformé et on peut le piquer au point droit pour le maintenir en place. Ensuite, on repose le gabarit de carton. On va plier des rentrées sur les 3 côtés en marquant au fer. Les rentrées se forment bien grâce au gabarit au niveau des arrondis et on peut enlever le carton. Enfin, une autre méthode, si on a une surjeteuse, on peut surjeter les contours de la poche au début et augmenter le différentiel sur 2 au niveau des arrondis. Et ensuite, on va revenir sur le différentiel 1, qui est le différentiel neutre, sur les lignes droites. Ainsi, on va un petit peu froncer les arrondis et cela va préformer les rentrées du tissu. Éventuellement, on va repasser avec le gabarit de carton inséré sur l'envers
pour bien marquer les rentrées en arrondi. Mais là, franchement, j'ai pas eu besoin. Au doigt, cela a suffi. On va maintenant poser la poche sur l'endroit de la pièce de vêtement, selon les repères de patron pour le modèle A et le modèle B rallongé. Mais si vous souhaitez poser des poches sur le modèle B, n'oubliez pas, il aura fallu replacer les poches un petit peu plus haut pour que la poche, le bas de la poche, soit au moins 4 cm au-dessus de la lisière des devants. Sinon, lorsqu'on fera l'ourlet, en bas du cardigan, le bas de la poche serait pris dans la couture d'ourlet. On va épingler bien soigneusement pour s'assurer que la poche sera droite et on va répéter en symétrie. Bon, vous pouvez bâtir grossièrement le contour de votre poche, hors ouverture évidemment, pour vous assurer que tout est bien calé. Et puis ensuite, on va piquer au point droit en nervure, au bord de la poche, c'est-à-dire à 2 mm du bord, en faisant quelques points d'arrêt en début et en fin de piqûre. Enfin, je souhaitais vous montrer qu'il existe des pieds de machine à coudre spéciaux pour coudre des piqûres nervures très proches des bords avec des repères adaptés. On va changer le pied classique par ce pied spécial. On remet éventuellement le double entraînement. Et ensuite, on va décaler l'aiguille sur la gauche, car le guide au départ est mis à ras du tissu avec l'aiguille alignée sur ce guide. Donc, on a décalé l'aiguille de quelques millimètres à gauche du guide et on va piquer. On va devoir retirer, par contre, les épingles au fur et à mesure, car le guide ne permet pas de piquer à travers les épingles. Si vous réalisez souvent des piqûres de ce type, franchement, c'est pas mal d'investir dans ce pied. Donc voilà, les deux poches ont été piquées et sont bien symétriques. Ici, le modèle A et le modèle B allongé. Ici, sur le gilet A en sweat et puis sur le gilet A en matelassé, on va placer endroit contre endroit le devant et le dos du corps. On aligne les épaules, on va épingler et on piquera à 7 mm de la lisière pour l'enfant. Et évidemment, ce serait 1 cm pour la femme. Voilà, on a piqué et on a surjeté les lisières à vif ensemble pour le gilet en sweat terracotta. Pour l'autre gilet en matelassé, on a choisi de plutôt gancer avec du biais les valeurs de couture intérieures des épaules. Puis, on a surfilé ou surjeté les lisières de la patte. On pourrait gancer également avec un biais à cheval en option, mais alors on s'arrêterait avant les extrémités des marges de couture, comme on l'a fait ici sur l'autre gilet. Lui, il aura les coutures intérieures gancées. Maintenant, on va marquer au fer des rentrées dans la hauteur sur 2,7 cm de large en enfant et 4,5 cm en femme pour former la patte le long de la ligne de pliure. Ensuite, on va superposer les pièces numéro 1 au niveau de la patte. Les lignes de croisure sur lesquelles on placera plus tard les boutons doivent se superposer. Alors on est côté droit sur le côté gauche, au porté pour les filles, et à l'inverse pour les garçons. On va ensuite tenir en haut et en bas par une pince ou une épingle, mais attention, il ne faut pas coudre, car on laisse en attente du montage du biais d'encolure. On va rentrer la patte sur toute sa largeur de 2,7 cm en enfant et donc 4,5 cm en femme, et on va maintenir par des épingles. On coupe un biais d'une longueur un peu supérieure à l'encolure. Le biais doit dépasser d'environ 1 cm à chaque extrémité. Alors on va ouvrir le biais préplié et on va le placer endroit contre endroit ou contre envers, comme on veut, le long de l'encolure en alignant les lisières. Et en fait, à l'endroit ou à l'envers de l'encolure, les deux fonctionnent. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je vais le poser sur l'endroit ici et sur l'envers sur le gilet matelassé pour vous montrer les deux méthodes. Dans les deux cas, on épingle et on va piquer à environ 0,7 cm, 1 cm du bord, en fait le long de la première pliure de votre biais. Au niveau de la patte devant, on va plutôt coudre droit.
Voilà, on a piqué. J'ai fait un des deux modèles avec le biais sur l'endroit, comme je vous l'ai dit, et l'autre sur l'envers de l'encolure, pour vous montrer la différence. On va maintenant réduire la marge de couture au ciseau. Puis, on va cranter le biais et l'encolure ensemble dans la marge de couture afin d'éviter les surépaisseurs lors du pliage du biais. Dans tous les cas, on va replier le biais en accordéon sur lui-même, sur l'endroit. Ainsi. Voilà, je vous remontre. On va pincer les extrémités et piquer à travers les épaisseurs au niveau de la lisière de la patte. Ce que j'ai déjà fait de l'autre côté pour vous montrer. Voilà, on a piqué, on va dégarnir les marges de couture des extrémités du biais. Puis, on retourne le biais à cheval sur l'encolure. Alors ici, c'est sur l'envers. On maintient en place par des épingles. On va bâtir soigneusement le biais à l'intérieur pour le biais qui avait d'abord été cousu sur l'endroit de l'encolure et qui est maintenant sur l'envers. Et ensuite, on surpiquera sur l'extérieur afin d'éviter de faire de petits plis. Alors voilà, j'ai bâti celui-ci, puis j'ai surpiqué. On peut maintenant enlever les fils de bâti. Sinon, pour le biais qui avait été d'abord piqué sur l'envers de l'encolure, il se retrouve à cheval et on a piqué sur l'endroit. Alors finalement, moi je préfère personnellement le faire ainsi, car je vois bien la surpiqûre à faire sur l'endroit, directement, sans faire de bâti. On va d'abord parler de l'option biais en bas de manche. Ici, on a choisi de réaliser un de nos gilets ainsi. On va d'abord recouper le bas de manche au niveau du repère, ce que j'avais déjà fait. La marge de couture, en effet, pour l'ourlet n'étant plus utile. On va couper une longueur de biais un petit peu supérieure à la longueur du bas de manche. On aligne l'endroit du biais ouvert contre l'envers de la manche à la lisière. Et on va piquer le long de la pliure du biais. Voilà, on a piqué. On va maintenant réduire la marge de couture à environ 4 mm. Puis, on va rabattre le biais à cheval sur la lisière. On forme un rentré de l'autre côté. On épingle et on va surpiquer le biais pour le tenir en place. On l'avait déjà fait ici sur l'autre manche pour vous montrer. Évidemment, on répétera en symétrie sur l'autre bas de manche. Pour l'option ourlet simple en bas de manche, on a surfilé ou surjeté le bas des manches. Pour toutes les options de bas de manche, on va placer endroit contre endroit le haut de la manche sur l'emmanchure, en commençant par le milieu de la tête de manche, que l'on a marqué par un repère, et qui doit être aligné à la couture épaule. On va épingler tout le long de l'emmanchure, puis on piquera à 7 mm du bord pour l'enfant et à 1 cm pour la femme. Voilà, on a piqué, on a surfilé ensemble les lisières de la version sweat. Pour la version du matelassé, j'ai décidé de ganser les emmanchures. C'est possible, mais franchement, c'est pas facile. J'ai ensuite couché les marges de couture contre le corps, puis tenu en place par des points glissés à la main. Alors, faites bien attention, je n'ai pas prévu de longueur de biais pour cette partie dans les métrages donnés pour ganser les coutures. En tout cas, quelle que soit l'option choisie, évidemment, on va répéter sur l'autre manche. Endroit contre endroit, on va épingler les dessous de manches ensemble, puis les côtés. Et on va piquer à 7 mm pour l'enfant ou à 1 cm pour la femme en une seule piqûre. Voilà, on a piqué et sur ce modèle, on a surfilé les lisières. En option, on peut toujours ganser les marges avec du biais cousu à cheval sur la lisière tout le long, sans ganser les extrémités, comme on l'a fait ici sur la version matelassée. Vous verrez, les raccords entre ganses ne sont pas parfaits, mais franchement, c'est plutôt délicat à faire. Aux extrémités, je suis allée jusqu'en bas des manches, car je terminerai les finitions en fin d'ouvrage. On va maintenant assembler la bande du bas de corps. Alors n'oubliez pas, si vous aviez choisi une matière non extensible, il faudra rallonger la bande du bas, comme indiqué sur le tuto ou précédemment dans la vidéo.
Sur l'envers de la bande numéro 4, on avait collé au fer 2 rectangles de toile thermocollante, un à chaque extrémité au-delà des marges de couture. On va plier cette bande numéro 4 en deux dans sa longueur, endroit contre endroit. On va aligner les lisières des extrémités et on va piquer les extrémités sur la hauteur, à 7 mm du bord pour l'enfant ou à 1 cm pour la femme. Pour le tissu que j'avais matelassé, il y a un peu plus d'épaisseur, mais tout se fait bien quand même. Voilà, on a piqué, on va dégarnir et retourner sur l'endroit. On va diviser la bande en 4 parties égales et on va marquer par des épingles. On va faire de même en bas du gilet. Puis, on positionne la bande numéro 4 pliée en deux dans le sens de la longueur, endroit contre endroit, en bas du corps. Les lisières à vif sont alignées et on va faire correspondre les épingles. On aligne les extrémités de la bande à la bordure de la patte, de chaque côté. La bande est prévue à peine plus courte pour créer une légère tension. Alors, dans le cas d'une matière non extensible, je vous rappelle qu'on a allongé cette bande, donc en fait, elle n'est pas plus courte, elle est de même longueur que le bas du corps. On va repositionner les épingles à travers les épaisseurs. On retourne endroit contre endroit le bas de la patte sur 2,7 cm en enfant et 4,5 cm en femme. Et on va replacer l'épingle à travers toutes ces épaisseurs. Donc la bande est bien prise en sandwich entre le rabat de la patte et le corps. On va piquer à 7 mm en enfant, à 1 cm en femme, en étirant légèrement sur la bande si celle-ci était faite en tissu extensible, afin qu'elle soit de même longueur que le bas du gilet. Et on va surfiler. Sinon, on peut aussi ganser avec du biais en option la valeur de couture. Alors voilà, on a piqué et on a surfilé pour la version sweat, mais pour la version matelassée, j'avais gancé avec du biais la valeur de couture. Enfin, on va rabaisser la bande du bas. La patte de boutonnage se remet en place vers l'envers du vêtement. Et pour la version matelassée gancée, on va finir avec quelques points glissés pour bien tenir en place. Pour l'option ourlet simple en bas de manche, on va réaliser un rentré de 2 cm. Il nous restera à piquer, donc soit avec une simple piqûre ou une double piqûre qu'on réalise avec une aiguille double. Donc ce n'est jamais facile à faire pour toutes les petites tailles en bébé, donc je recommande alors de bien placer le pied dans la manche, ainsi pour pouvoir avancer sans encombre, un peu comme un hamster dans une roue en fait. Et voilà le résultat sur l'autre manche. Pour l'option biais en bas de manche, on va coucher les marges de couture, piquer en aller-retour pour tenir en place. Comme ici, on finit à la main pour bien rentrer les marges de la ganse et plaquer le tout ensemble. Pour la pose des boutons ou des boutonnières, on se retrouve au dernier chapitre, après les instructions de montage du modèle B, car la pose des boutons est identique pour tous les modèles.
On va surfiler les lisières épaules du corps devant et dos. On va placer endroit contre endroit le devant et le dos du corps. On aligne les épaules. On épingle. Et on va piquer à 7 mm de la lisière pour l'enfant et à 1 cm pour la femme. Voilà, on a piqué et on a surjeté les lisières à vif ensemble. On a piqué et ouvert les marges de couture au fer ou au doigt pour le modèle B. On va surfiler ou surjeter les lisières épaules de la parmenture devant et de la parmenture dos. Puis on assemble, endroit contre endroit, les pièces de parmenture devant et dos par les épaules. On épingle et on va piquer à 7 mm en enfant et à 1 cm en femme. Puis on ouvrira les coutures au fer ou au doigt, comme on l'a fait ici. Voilà, on a piqué, puis on a ouvert les coutures au doigt. On va maintenant surjeter ou surfiler les lisières extérieures devant et dos, comme ici sur le modèle gris. Ou les gancer avec un biais à cheval en option, comme ici sur le modèle en souhait marine. Si on ganse, on s'arrêtera à 2 cm du bas pour éviter les surépaisseurs au niveau de l'ourlet, ce que j'ai fait ici sur le modèle gancé. On va aligner le corps et la parmenture au niveau de l'encolure, endroit contre endroit et des lisières devant. On épingle et on va piquer à 7 mm pour l'enfant et à 1 cm pour la femme. Voilà, on a piqué, on va maintenant dégarnir les angles et on va cranter dans l'arrondi de l'encolure. Il est possible, en option, d'insérer avant de piquer un passepoil entre le corps et la parmenture. Moi, je ne vais pas le faire au final sur ce modèle, mais je vais quand même vous montrer comment on procède. Alors, il aurait fallu aligner la marge du passepoil le long des lisières endroit du devant et aussi des lisières endroit du dos, en partant de l'ouverture devant tout en bas et en remontant en suivant l'encolure, puis en redescendant le long de l'ouverture devant opposée. Le bourrelet du passepoil, il est bien sur l'intérieur du tissu, comme on le voit ici. On épinglerait et on piquerait avec un pied spécial, type pied de fermeture à glissière, et tout ça bien le long du bourrelet. Voilà, on poserait ensuite endroit contre endroit la parmenture le long du corps en alignant les lisières. Le passepoil serait donc bien pris en sandwich. C'est alors qu'on épingle et qu'évidemment, je recommande toujours de bâtir pour bien tenir en place. Puis, on piquerait à travers les épaisseurs. Comme je vous le disais, moi j'ai choisi finalement de ne pas insérer de passepoil car mon modèle il est déjà très chargé en détails. Entre la parmenture en Vichy, la ganse, le tissu qui est brillant, ça faisait un peu beaucoup. Avec ou sans passepoil, on va cranter dans l'arrondi de l'encolure et on va dégarnir les angles. On va maintenant replier la parmenture à l'intérieur du corps, donc envers contre envers. Puis on repasse et attention, il ne faut pas piquer car nous avons encore besoin de retourner la parmenture pour l'ourlet. Alors, on va d'abord parler de l'option biais en bas de manche. Ici, on a choisi de réaliser un de nos gilets ainsi. Alors, on va d'abord recouper le bas des manches au niveau du repère, ce qu'on avait déjà fait. Je le refais encore un petit coup. On va couper une longueur de biais, ici un petit peu supérieure à la longueur du bas de la manche. On va aligner l'endroit du biais qu'on a ouvert contre l'envers de la manche à la lisière. Et puis, on va piquer le long de la pliure du biais. Alors voilà, on a piqué. On va maintenant réduire la marge de couture à 4 mm. On va rabattre le biais à cheval sur la lisière. On forme un rentrée et on place l'envers du biais le long de l'endroit de la manche. On épingle et on va surpiquer le biais pour bien le tenir en place. Donc évidemment, on va répéter en symétrie sur l'autre bas de la manche et on l'a fait ici pour vous montrer le résultat.
Pour l'option ourlet simple en bas de manche, on a surfilé ou surjeté le bas des manches. Pour toutes les options des bas de manche, on va placer endroit contre endroit le haut de la manche sur l'emmanchure, en commençant par le milieu de la tête de manche, que l'on a marqué par un repère, et qui doit être aligné à la couture épaule. On va épingler tout le long de l'emmanchure, puis on piquera 7 mm du bord pour l'enfant et à 1 cm pour la femme. Voilà, on a surfilé ensemble les lisières. Je ne recommande pas vraiment de ganser les emmanchures, mais si vous le souhaitez, c'est quand même possible. C'est pas super facile, mais c'est possible. Pour tous les modèles, endroit contre endroit, on va épingler les dessous de manches ensemble, puis les côtés. Et on fera une piqûre à 7 mm en enfant ou 1 cm en femme, tout le long, en une seule piqûre. On a piqué, et sur ce modèle, on a même surfilé les lisières. En option, on peut ganser les marges avec du biais cousu à cheval, tout le long, sans ganser les extrémités. Alors on va former en bas du corps un ourlet. On a surfilé le bas du vêtement avec la parmenture qui est ouverte, ou plutôt dépliée, en couchant bien les marges de couture de la parmenture sous la parmenture. Voilà, je vous montre comme ceci. Sur la pièce marine, j'ai gansé la lisière d'un biais, hors les extrémités qui, elles, vont être prises en sandwich et cachées sous la parmenture plus tard. On va replier endroit contre endroit le bas de la parmenture. On piquera à 2 cm parallèlement au bas du corps. Puis on va dégarnir l'angle et on repliera la parmenture vers l'intérieur du vêtement. Il nous restera à réaliser l'ourlet de 2 cm et à piquer entre 1,5 et 2 cm. Alors on peut encore une fois faire un ourlet simple ou un ourlet double avec une aiguille double. Et on peut démarrer au début, vraiment au début à la lisière de la patte, ou un petit peu après. Alors maintenant, on va sous-piquer la parmenture. Alors en option, c'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même mieux, ça tient bien votre parmenture en place. Donc pour ça, on va écarter la parmenture du corps. On va bien repasser les marges de couture des milieux devant et de l'encolure vers la parmenture. Et on va piquer ensemble les marges avec la parmenture à environ 2-3 mm du bord, en essayant d'aller le plus loin possible. Alors vous verrez, l'angle et le bas des milieux devant vont finir par bloquer la piqûre. Donc vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc la sous-piqûre, en tout cas, elle s'arrête. On la redémarre un petit peu plus loin. Et cette sous-piqûre va permettre à la parmenture de bien tenir en place à l'intérieur et de ne pas être visible à l'extérieur. En option pour le modèle B, on va surpiquer la parmenture à 3 cm des lisières, alors pour un effet décoratif, mais aussi pour tenir la parmenture en place. Dans ce cas-là, la piqûre va démarrer en bas d'un des devants, elle va se prolonger vers l'encolure, faire tout le tour de l'encolure en passant par le dos, et elle va redescendre jusqu'en bas de l'autre côté. Pour le modèle gris, je n'ai fait cette surpiqûre qu'au dos, parce que je trouvais que c'était moins lourd, et surtout ça permet de tenir en place la parmenture dos qui s'appelle une non-forme. Et devant, donc ce sont les boutons qui vont permettre à la parmenture de tenir en place. Voilà, on va faire un rentré de 2 cm en bas des manches, et on va piquer. Donc maintenant, pour terminer sur la version A comme pour la version B, on aura noté et marqué avec un stylo friction la position des boutonnières et la position des boutons en vis-à-vis. Donc les boutonnières se font bien sur le côté droit au porté pour la fille et sur le côté gauche pour le porté pour le garçon. Et pour la femme, c'est évidemment comme la fille, donc boutonnière côté droit. On va les broder, on va coudre les boutons en vis-à-vis et éventuellement, si on préfère, on va utiliser des pressions. Donc là, moi, je vous montre comment j'ai fixé mes pressions. Donc pour fixer les pressions, on va d'abord mettre la partie
femelle, donc avec la calotte à l'extérieur. Et ensuite, on mettra sur la partie opposée la partie mâle. Et on ferme bien. Alors, toutes les marques de pression vous fournissent en général une méthode, un tuto pour vous expliquer comment bien les poser. Et voilà, vos gilets Vic et Vega sont terminés. On a essayé de faire une vidéo très détaillée sur les techniques et les fournitures spécifiques à la couture de ces différents gilets. On espère que, évidemment, ça vous a été utile. Et maintenant, c'est à vous de jouer.